Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'opposant éthiopien Eskinder Nega, récemment libéré et gracié, prend position sur l'échiquier politique. Le leader du parti, Balderas, soutient le régime d'Addis Abeba et appelle à la dissolution du TPLF. L'Organisation mondiale de la santé appelle les gouvernements africains à accélérer le processus de vaccination pour atteindre un taux de couverture vaccinale de 70% d'ici juin 2022. Actuellement, seuls 10% de la population du continent est entièrement vaccinée. Et la récolte de coton sur le continent africain pourrait atteindre un record en 2022. Une hausse de production de 44% est annoncée pour la campagne 2021-2022. Analyse à suivre en détail dans cette édition. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, les autorités multiplient les initiatives pour lutter contre l'insécurité. 4 officiers militaires ont été nommés le 13 janvier gouverneurs des régions de l'Est, du Nord, du Sahel et de la boucle Moune. 4 régions en proie aux attaques terroristes depuis 2015. Dans les détails, il s'agit du colonel Mamadou Boukouma pour la boucle Moune, du colonel Eli Tarpaga pour la région de l'Est, du colonel-major Pierre Ouedraogo pour la région du Nord et du lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho pour celle du Sahel. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le président par intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Jean-Marc Kabound, a annoncé ce vendredi 14 janvier sa démission de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Une décision qui intervient moins de 48 heures après l'incursion punitive menée à son domicile par des militaires de la garde républicaine. Expédition menée en riposte à l'interpellation d'un des leurs par des policiers commis à la surveillance de Jean-Marc Kabound. En Éthiopie, le leader de l'opposition, Eskinder Nega, prend position sur l'échiquier politique, gracié et libéré le 7 janvier après près d'un an et demi de détention. Il se dit favorable au dialogue national proposé par le gouvernement fédéral et appelle à la dissolution du TPLF, Front de libération du peuple du Tigré. Les explications de Solène Duplessis. Embourbée dans une guerre civile qui perdure depuis 14 mois, l'Éthiopie ouvre enfin la voie à une résolution pacifique au conflit. Après avoir appelé à la réconciliation nationale le vendredi 7 janvier, le gouvernement a décidé d'amnistier 37 figures de l'opposition, dont le leader du parti Balderas, Eskinder Nega. Favorable au dialogue national inclusif, il a déclaré ce 13 janvier que le gouvernement central a le devoir de maintenir l'unité du pays en reprenant le contrôle du Tigré. Il a l'obligation de remplir le serment qu'il a prêté. Nous allons le harceler là-dessus. Nous sommes obligés de le harceler jusqu'à ce qu'il pousse jusqu'à la rivière Mereb et maintienne la souveraineté de l'Éthiopie. Nous ne le laissons pas tranquille tant qu'il ne s'assurera pas que la souveraineté du pays est respectée. Eskinder Nega, arrêté en juillet 2020 après des manifestations meurtrières, a appelé, une fois libéré, à la destruction du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, qui a pris les armes contre l'armée fédérale en novembre 2020. Après une contre-offensive militaire des forces gouvernementales en décembre 2021, les combattants du TPLF se sont retirés de plusieurs villes stratégiques. Le gouvernement devrait corriger son mépris pour le peuple éthiopien qui se sent trahi. Le TPLF a toujours un potentiel militaire qui peut menacer l'unité du pays. La conclusion de l'offensive militaire devrait être de briser la capacité militaire du TPLF. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2019, a été appelé ce jeudi par le comité Nobel à mettre un terme au conflit au Tigré, un conflit qui a fait des milliers de morts parmi les civils et des millions de déplacés. L'ONU a accusé le gouvernement d'opérer un blocus de facto de l'aide humanitaire dans la région où des centaines de milliers de personnes sont confrontées à la famine, une accusation niée par le gouvernement.
Dans le reste de l'actualité, en Sierra Leone, le président Julius Maada Bio veut réformer le système électoral. Le chef de l'État sierra-léonais a annoncé le 13 janvier vouloir abandonner le mode de scrutin majoritaire à un tour actuellement en vigueur pour adopter un mode de scrutin proportionnel. Il s'est également engagé à assurer une meilleure représentativité des femmes avec au moins 30% de candidates aux élections. En termes de vaccination contre le coronavirus, l'Afrique est à la traîne. Seuls 10% de la population africaine est entièrement vaccinée. Malgré les réticences et les disparités, l'Organisation mondiale de la santé maintient l'objectif du taux de couverture vaccinale de 70% à atteindre d'ici juin 2022. Plus de détails avec Joël Ballot. En Afrique, 7 pays sur la cinquantaine ont atteint le seuil de vaccination fixé par l'Organisation mondiale de la santé qui est de 40%. Alors que le variant Omicron circule désormais dans 30 pays africains, l'organisation onusienne appelle les gouvernements à intensifier leur campagne d'immunisation des populations à travers des campagnes de sensibilisation. Il faut insister sur la résistance de ces populations parce qu'elles ne se sentent pas menacées. Il faut insister sur l'acceptabilité sociale de la vaccination et sur les interactions entre la liberté individuelle des populations et l'immunité collective qu'il faut acquérir à travers la vaccination. Avec les démarches mises en place par l'OMS dans la lutte contre le nouveau coronavirus, l'Afrique devrait vacciner 34 millions de personnes par semaine contre 6 millions actuellement. Le but de cette stratégie, atteindre une couverture vaccinale de 70% d'ici juin 2022. Un pari difficile, d'autant plus que des doutes subsistent sur l'efficacité des vaccins face aux variants. Une politique de vaccination, c'est une inconscience à 3 inconnus. L'accessibilité des vaccins, les capacités logistiques et la communication avec les éléments de langage adaptés. Or, en Afrique, il y a d'autres inconnus, notamment la méfiance des gouvernés face à leur gouvernement, la théorie des complots qui a envahi les réseaux sociaux et je dirais la méfiance par rapport à ces vaccins qui a été proférée dans toute la désinformation. À peine 10% de la population africaine est entièrement vaccinée. Afin de lutter contre la réticence des populations à se faire vacciner, l'OMS mise sur les services de santé pour promouvoir les bienfaits de la vaccination qui prévient les cas graves. La récolte de coton sur le continent africain s'annonce record et lucrative pour la campagne 2021-2022. Les autorités en charge de la filière tablent sur une production en hausse de 44%, et ce grâce à plusieurs facteurs combinés tels que les surfaces et les volumes des cultures en progression ou encore une météo favorable. Les précisions de Amenedge. Le département américain de l'agriculture USDA a annoncé des prévisions cotonnières en baisse aux États-Unis et une production mondiale moindre, faisant grimper de 2% les cours internationaux. Toutefois, la production africaine de coton a été confirmée en hausse de 44% en 2021-2022. La dynamique au niveau de la production cotonnière qui marque une ascension de près de 44% est la résultante des actions menées par plusieurs États, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo. Des dynamiques au niveau de ces États-là, c'est marqué par les renforcements en termes de recherche, en termes d'accompagnement des producteurs, en termes même d'organisation de ces filières-là. La nouvelle estimation de production mondiale de coton est de 26,3 contre 26,46 millions de tonnes estimées en décembre 2021. Cette dynamique résulte, selon l'USDA, de l'exploitation d'une superficie presque record et des conditions météorologiques favorables à l'établissement et au développement des cultures de juin à début septembre 2021. Tous ces effets conjugués permettent également à l'Afrique d'atteindre un bond assez impressionnant. Contrairement aux États-Unis où on a une culture qui ne connaît pas trop de nouveaux bonds et qui est plus ou moins sujette à des variabilités climatiques, ce qui est un peu moindre par rapport à l'Afrique. L'USDA prévoit pour la zone franche africaine une production de près de 5,86 millions de balles, en hausse d'1 million, soit 21% par rapport à 2021 et en baisse de 1% à 59 000 balles par rapport à la récolte intéressante de la campagne 2019 et 2020.
La Coupe d'Afrique des Nations de football bat son plein au Cameroun. 2 matchs se sont joués ce vendredi 14 janvier pour le compte de la deuxième journée du groupe C. Le Maroc a battu les Comores 2-0. Cette victoire assure aux Lions de l'Atlas leur qualification en 8e de finale, à l'instar du Cameroun, pays hôte. Déception en revanche à l'issue du match Sénégal-Guinée. Les deux équipes se sont affrontées pour le compte de la deuxième journée du groupe B et se sont quittées sur un match nul, 0 partout. Et à l'occasion de ces défis sportifs, un spécialiste du ballon rond, Alain Fabian, donne ses impressions au micro de notre journaliste sportif José Douglas. Oui, nous recevons ce samedi Alain Fabian, un spécialiste du foot africain, mais aussi du foot camerounais en particulier, parce qu'il est originaire du Cameroun. Alain Fabian, ce samedi, première question, est-ce qu'il y a des moments forts qui vous ont marqué pendant une CAN? Racontez-nous. Ah non, il y a des moments forts et des moments d'un jeune garçon qui avait 19 ans, qui ne jouait pas au Real de Madrid. Alors ce jeune homme joue pour la première fois de sa vie une finale de la CAN devant près de 100 000 spectateurs du côté de Lagos. Et ce Camerounais, vous avez deviné, il s'appelle Samuel Eto'o. Il dit simplement au ministre des Sports à l'époque, qu'on appelait Joseph Ouna, demandez au Cameroun, à l'État camerounais, d'apprêter un avion spécial parce que nous rentrons avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le vestiaire était froid, voir un enfant de 19 ans qui est su pendant que les autorités camerounaises étaient tétanisées par l'ampleur des Nigériens. Ils avaient une peur inimaginable. Et que le jeune garçon de 19 ans, à la fin du match, il a dit aux autorités, apprenez à écouter des dieux du football et je fais partie d'un dieu après Roger Mila. Et ce Camerounais, c'était Samuel Eto'o. C'était un moment extrêmement fort. Et pendant ce match, Didier Okocha avait marqué un deuxième but nigérien et il avait dit qu'ici, chez lui, ça ne se passera plus comme avant. Il en a marre du Cameroun. Le Cameroun ne gagnera pas chez lui. Samuel Eto'o lui a dit, dommage pour toi, nous on rentrera avec le trophée, tu n'auras que ton stade pour pouvoir pleurer. Et puis ce samedi, il y a 2 matchs importants, monsieur Alain Fabian. Il y a Nigeria contre le Soudan et il y a aussi Guinée-Bissau contre l'Égypte. Que pensez-vous de ces 2 rencontres ou de ces équipes? En 2 mots. Hein. Ah oui, en 2 mots. Nigeria-Soudan, pour les gens qui ne maîtrisent pas la CAN depuis la rétroprojection en ce qui concerne les années-lumière, il faut rappeler que le Soudan a été champion d'Afrique en 1970 parce qu'il y a des jeunes enfants qui nous écoutent à la maison et que c'est une équipe qui a connu la guerre, qui a été dans une instabilité politique. Le Nigeria, c'est une équipe qu'on connaît. Champion d'Afrique en 80, champion d'Afrique en 94, en 2013. C'est un baobab de l'Afrique, mais les Soudanais, ce sont des gens qui gênent un petit peu les Nigérians parce qu'ils ont une puissance athlétique. Donc, ça va être un match qui va devoir se jouer au niveau de la deuxième mi-temps, mais dans la première mi-temps, ça va être très, très, très difficile pour les Nigérians. Ce n'est pas ceux qui vont forcément trouver la faille dès l'entame du match. Et puis l'autre match, bien sûr, c'est Guinée-Bissau contre l'Égypte. Hein. Guinée-Bissau, José, pour les gens qui ne maîtrisent pas, je peux vous dire qu'il y a un jeune joueur guinéen qui avait allumé la mèche en 2017 face au Cameroun, qu'on appelait Biteki, qui a carrément marqué le but le plus spectaculaire que les Lions Indomptables n'ont jamais encaissé dans une CAN. Il a humilié carrément toute la défense camerounaise. Attention, 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 les regards sont sur Mohamed Salah et on pense simplement que ça sera une formalité. Et je peux vous dire, moi je peux déjà vous dire, qu'on peut risquer même des paris pour dire, voici une équipe qui risque de gêner l'Égypte. Si l'Égypte ne prend pas cette équipe très au sérieux, pourrait même sortir même avec une défaite. Et ça ne sera pas une surprise pour moi, parce que c'est une équipe extrêmement joueuse, très, très, très compliquée à jouer. Et vous l'aurez entendu, les matchs à suivre en ce samedi 15 janvier sont Nigeria-Soudan à 17h, Guinée-Bissau-Égypte à 20h pour le compte de la deuxième journée du groupe D. Pour l'instant, le Nigeria est en tête de ce groupe avec 3 points, suivi de la Guinée-Bissau et du Soudan avec 1 point chacun. Et l'Égypte est en bas de tableau avec 0 point. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.